Bonjour tout le monde. Alors voici, il y a du monde en ligne. Je vais inviter quelques personnes. Ben voilà, on est en dimanche avec une nouvelle semaine qui va démarrer dans quelques heures. Je vous invite à partager la vidéo et à inviter vos amis sur le direct. N'oubliez pas de diffuser la vidéo dans les différents groupes dans lesquels vous êtes. Voilà. Merci encore une fois pour votre présence. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la situation au Togo et en Afrique. Bon, maintenant, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de la situation au Togo. Bon, dans vos différents pays, s'il y a d'autres personnes, d'autres nationalités, d'autres pays sur le live, eh bien, je vais vous laisser la parole pour qu'on puisse discuter. Bon, c'est toujours la même problématique, hein, à savoir la situation en Afrique. Comment on fait pour s'en sortir? Parce que là, ça va pas. Toujours est-il qu'il est absolument nécessaire que l'action soit au cœur de nos réflexions. Même si cette action n'a pas encore une ampleur gigantesque, il faut commencer par faire les choses petitement. Au vu de la situation, on ne peut pas rêver faire des actions gigantesques tout de suite, compte tenu de la situation, compte tenu de l'état de désorganisation dans lequel nous sommes, compte tenu de l'état de léthargie et d'indiscipline dans lequel nous sommes, eh bien, il va falloir procéder par marcotage, c'est-à-dire aller progressivement, par petit groupe, essayer de joindre tout ceci au moment opportun, en un grand mouvement continental. Et à quand le parti politique du montrera? Bon, je sais. C'est une bonne question. Nous avons réfléchi il y a un moment sur la constitution d'un parti politique. Bon, nous avons essayé de constituer ce parti politique. Nous avons consulté, nous avons vu un certain nombre de personnes sur le terrain en vue de mener la réflexion. Finalement, nous n'allons pas nous constituer un parti politique. Nous avons décidé de rester un mouvement panafricaniste et puis essayer d'aller de l'avant. Et puis, plus tard, l'idée du parti politique se mettra en place. Mais pour le moment, il s'agit de pousser notre population, les masses populaires à l'action. Et donc, le parti politique n'est pas forcément le cadre idéal pour pouvoir agir. Donc, on va rester comme ça. On va continuer les actions et les réflexions dans ce cadre-là d'une sorte de mouvement populaire. Surtout que quand on voit comment les partis politiques opèrent, quel est le cadre des partis politiques. Les partis politiques ne sont pas un outil aussi adapté que cela sur le chiquier africain. Les partis politiques, finalement, ne forment pas en tant que tel les populations, sont plutôt dans un jeu de compétition pour le pouvoir colonial, dans un cadre électoraliste qui n'est pas du tout adapté à la situation africaine, un cadre qui vise à conquérir le pouvoir colonial et à l'exercer de manière tout à fait en déphasage avec les réalités. Et puis, finalement, les partis politiques contribuent à la déprogrammation mentale. Donc, pour nous, c'est clair que ce n'est pas le cadre idéal. Oui, c'est vrai que nous avons mené la réflexion parce que nous avions constaté à un moment donné que ces partis politiques prennent des décisions et entraînent notre peuple vers les abîmes. Mais en fin de compte, c'est pas par ce biais-là que nous allons former les Africains et les pousser à l'action. Donc, on veut rester un mouvement populaire. Parce que, voilà, on est pour le moment condamné, hein. Alors, que penses-tu de la mentalité africaine? Pour mener une révolution efficace et concluante, la mentalité des combattants joue un grand rôle. Penses-tu qu'en général, l'Afrique dispose de cet atout quant à la mentalité actuelle du peuple actuel?
Ouais, c'est difficile. Si nous faisons le travail que nous faisons, c'est parce que nous avons remarqué que notre peuple n'a pas encore le mental qu'il faut. Ayant traversé les épisodes historiques dont nous avons parlé régulièrement et dont nous parlons quasi quotidiennement, c'est que notre peuple a subi de différentes épreuves et a été projeté de manière cyclique dans des cadres politico-économiques, idéologiques qu'il ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, notre peuple est une sorte d'être greffé qui n'a plus de racines et qui développe des fruits qui ne sont pas absolument de sa matrice. Donc le peuple africain ne se maîtrise plus, ne connaît même pas son propre environnement. Donc nous sommes des êtres pervertis, dégénérés, avec une mentalité qui n'est même pas une mentalité africaine, parce qu'on a tendance à dire mentalité africaine. En fait, c'est pas une mentalité africaine, il s'agit d'une mentalité issue de la colonisation, donc c'est une mentalité coloniale. La mentalité africaine, elle est différente. La mentalité africaine suppose que les Africains s'appartiennent et que tout ce qu'ils développent comme pensée, comme réflexion, viennent de leur matrice. Or, notre matrice africaine a été changée depuis 3000 ans. Et on continue de subir les assauts répétés d'autres peuples, ce qui fait que nous n'avons plus de mentalité propre à nous. Donc, les masses populaires développent des comportements, des attitudes et des pensées qui ne sont pas du tout des mentalités africaines. Donc, quand les gens disent par abus de langage que la mentalité africaine fait ceci, la mentalité africaine fait que, la mentalité africaine fait ceci ou cela, c'est un abus de langage. En fait, c'est la mentalité coloniale. Donc, la mentalité coloniale, c'est une mentalité, si vous permettez, c'est une mentalité de merde, c'est une mentalité auto-suicidaire, c'est une mentalité d'individualisme destructeur, c'est une mentalité qui détruit les lumières en notre sang, c'est une mentalité qui écarte tout ce qui s'apparente à la clarté en notre sang. C'est une mentalité de haine, de jalousie et de volonté de ne pas aller dans le sens du combat libérateur. Donc c'est la mentalité que les esclaves acquièrent quand ils sont dans les fers. C'est une mentalité que les peuples acquièrent quand ils sont colonisés. Ils changent de paradigme, donc c'est un changement de paradigme que l'Afrique a subi. Et donc, nous sommes totalement opposés à la révolution et à la lutte. Il y a effectivement quelques personnes en notre sein, puisque parmi un peuple, il y a toujours ce qu'on appelle les déviants, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui ne subissent pas ou qui refusent de se plier aux règles et aux normes de cette société-là. Eh bien, il y a des déviants en notre sein qui essayent de refuser et de s'imposer, d'imposer une vision de libération et de reconstruction du pays, mais ces gens-là, étant entourés de la mentalité coloniale et vivant au sein de la mentalité coloniale, ils sont exclus, ils sont vus comme des êtres dangereux, ils sont vus comme des semeurs de troubles, des gens violents. C'est ainsi que des gens qualifient. Ça a été toujours comme ça. Les gens qui, au sein du peuple dominé, veulent faire l'effort, ou bien qui indiquent la voie, qui montrent la voie, sont exclus, sont vus comme des individus dangereux, des troubles faits, des gens qui sont contre la paix, puisque le système colonial apparaît aux yeux de la mentalité coloniale comme une situation normale, comme une situation liée à la vie elle-même, puisque la mentalité coloniale arrive à se dire que la vie c'est comme ça, parce que la mentalité coloniale ne connaît pas d'autres situations. Donc, elle parvient à expliquer sa propre misère par l'immanence, c'est-à-dire par le fait même que la vie est comme ça. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison historique en tant que telle pour cette situation, mais notre situation est intrinsèquement liée à la vie elle-même, puisque la vie elle-même est une souffrance, donc il faut souffrir. Et on l'explique même par les pensées, par des proverbes, par des sagesses, des adages. Donc, on va justifier la souffrance par le caractère naturel même de la vie. Et puis, tous ceux qui vont vouloir tenter d'expliquer la situation vont être détestés, vont être exclus, vont être vus comme de dangereux terroristes qui visent à troubler la paix, qui visent à conduire les populations à la haine, à la détestation des auteurs de ces situations, puisque finalement,
on en arrive à penser que tout ce qui nous arrive, c'est tout à fait normal et que même ceux qui, parmi le peuple colonisé, font du mal, bon, ce sont nos frères. Donc, si tu appelles à une révolution contre ces gens-là, c'est que c'est toi qui deviens un problème et qu'il faut éliminer. Et c'est pour ça qu'au sein des populations dominées et colonisées, souvent ceux qui ont des visions de libération finissent mal parce que la mentalité coloniale les déteste. Parce que la mentalité coloniale arrive à voir dans ces gens-là des individus dangereux, fauteurs de troubles, fauteurs de guerre et voulant coûte que coûte conduire la société à la révolte, à la guerre. C'est pour ça que des gens nous disent aussi régulièrement que le sang a trop coulé, que nous appelons à la violence et que notre discours est un discours de violence, de haine, de guerre. Donc voilà. C'est pour ça que cette ligne-là, elle est très très fragile, elle est très minoritaire, parce que voilà, on ne fait pas l'apologie de tout ce qui est classique chez nous. Donc effectivement, avec cette mentalité-là, je ne crois pas que l'Afrique va pouvoir évoluer. C'est pour ça que tous les mouvements qui ont conduit les peuples à évoluer, donc à briser leurs fers et leurs chaînes, ont été précédés d'abord d'un mouvement intellectuel, c'est-à-dire de la renaissance intellectuelle. Donc il y a un autre discours qui doit être prononcé, qui doit être promu, propagé au sein de la population. Dès lors que ce discours a trouvé son assise, en ce moment-là, le peuple se lève. Mais tant que le peuple est dans la situation de confort intellectuel colonial, avec des explications classiques de la situation africaine, eh bien, cette mentalité coloniale se renforce plutôt. Il y a des auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Il faut lire, comment il s'appelle, je vais vous trouver ça plus tard, mais qui a fait un travail énorme sur le portrait du colonisé. Il a d'abord fait le travail sur le portrait du colonisé, ensuite sur le portrait du décolonisé. Parce que le décolonisé, finalement, il en arrive à détester ceux qui, parmi eux, disent que la décolonisation, en fait, n'a pas eu lieu. Voyez? Donc, on va retourner la charge de la preuve contre nous-mêmes. Et puis, on va rester là. Et puis, tous ceux qui vont appeler à un véritable travail de libération seront perçus comme des fauteurs de guerre, des gens qui empêchent la paix, puisque finalement, le système colonial apparaît comme la paix, comme le progrès, comme l'amour, comme une société paisible aux yeux du colonisé. Et ça, c'est le complexe du colonisé, ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, la mentalité coloniale et non la mentalité africaine ne peut pas conduire à la révolution. C'est pour ça que nous travaillons pour faire changer de mentalité à notre peuple, pour que notre peuple voit les choses autrement et cesse de se bercer d'illusions et de considérer les enclos coloniaux africains actuels comme quelque chose qui va conduire les peuples africains vers le bonheur. Voyez, donc, disons en résumé, les grands changements historiques, particulièrement les grands changements qui ont conduit les peuples à leur libération, ont été précédés d'un mouvement intellectuel puissant, ce qui suppose une autre analyse de la situation. C'est ça qui ouvre les yeux à la population. Mais si on fait l'effort pour étouffer cette pensée-là, ce mouvement intellectuel, eh bien, c'est que la situation va continuer. Donc aujourd'hui, la mentalité coloniale ne peut pas absolument conduire les Africains à la révolution. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop disait que l'intellectuel au sein du peuple colonisé, à partir du moment où il découvre la vérité, il fait tout pour enseigner cette vérité aux colonisés. Mais les colonisés étant tellement aliénés, étant tellement incapables de se débarrasser de ce qu'ils considèrent comme des acquis coloniaux, eh bien, ces colonisés-là finissent par se retourner contre l'intellectuel. C'est pour ça d'ailleurs que Cheikh Anta Diop déplorait le fait que la vérité sonne blanche, puisque les Africains continuent de voir la vérité comme quand le blanc parle, c'est ça qui est vrai. C'est la mentalité coloniale, ça. Donc, c'est différent de la mentalité africaine qui est une mentalité de solidarité très spirituelle, ce qui a fait d'ailleurs couler la société africaine. C'est une mentalité très accueillante, c'est une mentalité humaniste. Donc, normalement, c'est la civilisation africaine qui est une civilisation universelle en réalité. Contrairement à ce que les Occidentaux disent, c'est plutôt les Africains qui portent les valeurs de l'humanité, de la paix, du partage, de l'amour. Et ce sont justement au nom de ces valeurs que l'Afrique a péri. Parce que l'Afrique n'a pas su développer les instruments de protection suffisants pour pouvoir
résister aux guerres et aux invasions. Donc finalement, c'est cette mentalité-là qui nous pose aussi problème. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a acquis plus tard par la fréquentation ou bien par l'invasion, par la destruction d'autres peuples, c'est une mentalité coloniale. Et effectivement, avec une mentalité coloniale, la révolution est impossible. Voilà. Alors, le frère Jamal Lassisi me demande, le pouvoir économique est-il supérieur au pouvoir politique? Est-ce que le pouvoir politique est inférieur au pouvoir économique? Bon, tout d'abord, il faut expliquer ce qui est le pouvoir économique dans un contexte colonial. Le pouvoir économique suppose que vous avez les moyens financiers, les moyens de production, disons la richesse, tout simplement. Est-ce que la richesse dans un contexte colonial est possible sans être partie du système? Bon, comme nous déraisonnons et que la colonisation nous a poussé à inverser les bornes de l'histoire, nous pensons que nous pouvons acquérir le pouvoir économique dans un contexte colonial. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas si ça a existé, mais si ça a existé quelque part, il faut nous le montrer. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu que dans un contexte colonial, les peuples ont détenu le pouvoir économique, c'est-à-dire les moyens de production et la richesse. Puisque la colonisation, justement, c'est l'accaparement du pouvoir économique dans un pays par la possession du pouvoir politique. Parce que c'est le politique qui oriente l'ensemble de la société. Donc, si les Africains continuent, et ça, c'est une question que le frère Lassisi soulève régulièrement, parce qu'il pense comme un certain nombre d'Africains qui disent, oui, il faut d'abord avoir le pouvoir économique, je ne sais pas. Bah, allez créer les industries dans le cadre africain, vous allez voir ce que c'est. Et allez penser que vous allez monter une entreprise qui dispose véritablement du pouvoir. Allez voir. Si vous ne considérez pas le cadre dans lequel nous sommes, c'est que vous vous trompez. Et le pouvoir économique ne peut pas appartenir au peuple dans un cadre colonial. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'une démonstration en tant que telle là-dessus. Mais bon, puisque les gens, chaque fois, ils nous poussent dans ces considérations, disons que ce qui fait la spécificité du cadre colonial, c'est que tous les pouvoirs, à commencer par le pouvoir politique, échappent au peuple, aux masses populaires. Ce qui fait que le pouvoir économique échappe aux populations. Donc, on ne peut pas avoir le pouvoir économique sans avoir reconquis le pouvoir politique. Et ça, c'est quelque chose de connu. C'est ce que Nkrumah disait. Donc, si nous voulons toujours emprunter des voies faciles en disant « Ah non, développons les entreprises, créons. » Je ne sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Donc, c'est à vous de nous expliquer tout ça. J'ai déjà fait j'ai fait plusieurs fois cette discussion-là, si bien que ça ne m'intéresse pas. Donc, le pouvoir politique est absolument supérieur au pouvoir économique. C'est-à-dire que c'est le pouvoir politique qui donne le pouvoir économique. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas pour rien que les dictateurs africains font tout pour que le pouvoir politique ne leur échappe pas. Parce qu'ils savent que c'est le politique qui conduit tout. Voyez? Donc ces gens-là, ils pouvaient dire qu'ils ont accumulé suffisamment de richesses et qu'ils peuvent rester là-dessus. Mais ils ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne renoncent pas au pouvoir politique? C'est parce qu'ils savent très bien que c'est le pouvoir politique qui donne le pouvoir économique. Et c'est pour ça que la destruction de la société africaine a commencé par la destruction de l'ensemble des institutions présentes dans le cadre africain d'abord, pour les changer, les remplacer par des institutions qui sont favorables au système colonial pour pouvoir exploiter l'Afrique. Parce qu'on n'a pas exploité l'Afrique sans avoir détruit le dispositif politique africain qui existait. Donc c'est le propre du colonialisme, ça. Donc oui, absolument, le pouvoir politique est absolument supérieur au pouvoir économique. Le pouvoir politique précède le pouvoir économique. Et il y a un exemple concret pour montrer la supériorité du pouvoir politique sur le pouvoir économique, c'est la création de la monnaie, par exemple. Donc, si nous prenons le cadre de la zone CFA, si le pouvoir politique changeait, on changerait de fonctionnement économique et la monnaie dans ce cadre-là. Donc, c'est le pouvoir politique qui décide de tout. C'est pour ça que Nkrumah disait que prenez le pouvoir politique, le reste vous sera donné de surcroît. Donc, je ne sais pas pourquoi on tourne toujours sur cette question du pouvoir économique et du pouvoir politique. Faisons la lutte qu'il faut et puis nous allons rebâtir nos pays. Je vous ai toujours parlé de tous les pays occidentaux qui ont subi des dictatures
des tyrannies, ces pays-là ont d'abord lutté politiquement pour affranchir leur pays, pour pouvoir reconstruire leur pays. La Chine était extrêmement pauvre, plongée, enfoncée dans la misère, dans la tristesse, dans la faim, durant 150 ans. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont d'abord lutté pour acquérir le pouvoir politique, pour ensuite reconstruire le pays et doter le pays d'un nouveau pouvoir économique. Donc, ça, c'est des classiques, quoi. Donc, je ne veux pas trop... je ne sais pas. Voilà. Donc, il ne faut pas continuer à réciter des choses qui n'ont aucune vérification historique et aucune vérification scientifique. Le pouvoir politique précède toujours le pouvoir économique. Ça, c'est la superstructure. Donc, faisons en sorte que nous puissions reconquérir notre espace pour pouvoir l'orienter vers la satisfaction de nos besoins. Parce que dans le cadre colonial, il n'est pas possible d'avoir le pouvoir économique sans être partie du système. Voilà. Et ça se voit très bien. Si vous voyez très bien dans nos pays, qui sont ceux qui ont les richesses et les moyens de production, ceux qui tiennent la société par l'argent, ceux qui ont le pouvoir économique, ce sont ceux qui s'acoquinent au système de différentes manières, qui nourrissent le système colonial. C'est pour ça que le pouvoir politique est absolument nécessaire avant le pouvoir économique. Le frère, est-ce une bonne excuse de dire en ce 21e siècle que la mentalité des Africains d'aujourd'hui est celle héritée de force ou de gré de la colonisation? Non, en réalité, si on dit que la mentalité africaine d'aujourd'hui est une mentalité coloniale et non africaine, c'est parce que c'est un fait historique. Les Africains d'aujourd'hui sont une production de la machine esclavagiste et coloniale. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de casser ce que nous appelons les acquis coloniaux, à savoir nos diplômes, enfin, tout ce sur quoi nous nous basons pour définir l'élite en Afrique. Toutes ces choses-là doivent être remises en cause. C'est pour ça que je disais que tous les grands changements historiques dans l'histoire de l'humanité ont été tout précédés d'abord d'une renaissance intellectuelle. Il y a toujours une pensée qui est née et qui a commencé à casser l'ensemble du dispositif mental mis en place pour contenir le peuple durant des siècles et des siècles, pour ouvrir, élargir les perspectives au peuple dominé, ouvrir leur esprit, pour leur montrer qu'il y a autre chose et qu'il est possible de construire un autre monde et qu'il est possible de sortir de la léthargie, de la souffrance, de l'ensemble des institutions coloniales mises en place pour nous régir et nous régenter. Donc, les grands changements historiques ont été tout précédés d'un mouvement intellectuel. Vous pouvez prendre n'importe quel mouvement historique de l'humanité, ça a été précédé d'une révolution intellectuelle d'abord, qui casse la manière de penser établie par le système d'abord. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, sans être forcément compris. Donc, disons que ce 21e siècle, comme je l'ai tout dit, l'Afrique n'a pas participé à la construction ni du 15e siècle, ni du 20e siècle, ni du 21e siècle. Et même le 22e siècle, l'Afrique n'y participera pas. Nous sommes un peuple qui est sans cesse projeté dans des systèmes que nous n'avons pas contribué à construire. Nous sommes un peuple instrument qui est chaque fois lancé, projeté. On sort d'une période historique, on est projeté dans la suivante, sans prendre le temps d'analyser quoi que ce soit. Nous sommes passés du système esclavagiste au système colonial, sans avoir le temps d'analyser, de diagnostiquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que nous sommes tombés en servitude. Dans les faits, bon, on n'a même pas encore fait ce travail-là, on est projeté tout de suite dans le système colonial. Après le système colonial, on est tombé dans la période des indépendances. On n'a pas eu le temps d'analyser le système des indépendances. Tout de suite, on est projeté dans un autre monde qui est le monde de la mondialisation informatisée. Après, on est projeté dans la démocratisation. Après la démocratisation, on est projeté dans l'électoralisme. On est passé par le monde des programmes d'ajustement structurel. Après, on est projeté dans le monde des élections. Donc, chaque fois, l'Afrique est projetée dans un monde, dans un système qu'il ne maîtrise pas. Donc, oui, le 21e siècle, n'ayant rien fait en tant que tel, n'ayant joué un rôle décisif dans ce nouveau monde-là, bien, nous y sommes juste comme des... C'est comme un système, vous créez un système, puis vous mettez des éléments là-dedans. Donc, en fait, nous sommes en train de mouvoir dans un système qui s'appelle le 21e siècle sans avoir
participer à sa construction et donc nous ne maîtrisons pas du tout ce jeu-là. Et le monde futur, le 22e siècle, 23e siècle même vont nous échapper puisqu'on ne prend pas le chemin de la réorganisation. Donc oui, la mentalité coloniale est une réalité dans notre contexte. C'est pour ça que nous essayons de faire l'effort pour casser les codes et ce qui peut être considéré comme la pensée africaine, alors qu'il ne s'agit pas de pensée africaine, il s'agit de pensée coloniale. N'est-ce pas porter l'étiquette de victime permanente si on se réfère à la colonisation ou à l'esclavage? Non, pas du tout. Mais là, Latif, là, vous êtes en train de sortir des fondamentaux. Là. Les fondamentaux doivent être posés. La situation africaine est une continuité historique. L'Afrique d'aujourd'hui est une production. Elle vient de quelque part. Il ne faut pas l'oublier. Nous l'avons tout expliqué. Donc, si vous remettez ça en cause, ça veut dire que toute l'architecture intellectuelle, idéologique que nous avons bâtie s'effondre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rester cohérent. La situation africaine, elle est le fruit de l'histoire. Et cette histoire-là ne date même pas d'aujourd'hui. Elle date depuis le XVIIIe siècle. Avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à partir du moment où les Hyksos et les Hittites ont conquis l'Égypte antique. Donc la déclinaison, le déclin du peuple africain a commencé par là. Si on n'analyse pas ça, si on ne prend pas le temps d'analyser tout ce parcours historique qui nous a conduit de l'Égypte antique jusqu'en Afrique actuelle, eh bien on a tout faux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas pris le temps d'analyser les causes de notre effondrement et de notre sortie de l'histoire. Donc si nous voulons remettre l'Afrique en ordre, lui redonner de la puissance, il va falloir analyser de manière calme toutes les raisons et l'ensemble du parcours historique qui est le nôtre et toutes les raisons qui nous ont conduit à l'effondrement. C'est pour ça que la question de l'esclavage, de la colonisation sont des questions actuelles. L'Afrique actuelle est le fruit, est l'enfant de ces périodes historiques que nous considérons comme révolues. Jamais ces périodes ne sont révolues. Les Africains ne sont pas sortis de l'esclavage. La fin de l'esclavage, bien sûr qu'il y a eu des luttes des Africains, aussi bien en Afrique que dans les îles, que dans les territoires de déportation. Mais ce ne sont pas ces luttes-là qui ont été déterminantes. Pour affranchir les Africains, c'est que les Européens, c'est-à-dire les esclavagistes et les colons, ont décidé d'eux-mêmes d'affranchir les Africains, de leur donner de l'indépendance. Ce n'est pas dans des batailles que nous avons battu les adversaires de l'extérieur, comme eux ils l'ont fait dans leur histoire. Comme le peuple français a battu l'Allemagne et tout ça, ou bien les Suisses ont battu les différents pays qui sont venus les coloniser, l'Autriche, la France, l'Allemagne et tout ça. Ils ont battu dans des guerres pour reconquérir leur espace. La Chine a battu tous les pays étrangers qui les colonisaient. Les États-Unis, les colonies américaines ont d'abord battu l'Angleterre et ses alliés. Donc nous n'avons battu ni les esclavagistes, ni les colonisateurs. Ce sont eux-mêmes. Oui, il y a eu quelques situations qui les ont poussés, des révoltes ici ou là, qui les ont poussés à anticiper sur leur défaite. Pour éviter que la défaite ne soit totale, ils ont mis fin aussi bien à l'esclavage qu'à la colonisation. À temps, pour pouvoir mieux contrôler la situation, pour que la situation ne leur échappe pas totalement, ils ont mis fin à ces deux systèmes qui ont un effet dévastateur sur l'Africain d'aujourd'hui. Donc, les constructeurs de ces systèmes-là, du système esclavagiste et du système colonial, ont mis fin volontairement à la situation coloniale et esclavagiste. Donc, c'est une continuité, puisqu'ils ont anticipé. Il y a des penseurs, des théoriciens, des grands théoriciens qui ont dit qu'il va falloir sortir vite de la colonisation telle qu'elle se déroulait pour engager l'Afrique dans une autre colonisation qui serait beaucoup plus durable, c'est-à-dire la colonisation, l'autocolonisation en fait, pas les élites africaines. Donc il faut former. Donc ces gens-là, ils ont la suite dans les idées. Donc l'Afrique d'aujourd'hui est une continuité de la période esclavagiste et coloniale, puisque la gouvernance, vous le voyez très bien, les soi-disant chefs d'État aujourd'hui en Afrique sont exactement sur le modèle du gouverneur colonial. L'État africain est une construction venant de l'extérieur. Nous l'avons démontré. Une construction illégitime, bâtard, qui a des caractéristiques tout à fait dans la continuité, dans le plan du système colonial et esclavagiste. Donc, si vous remettez en cause, si vous dites qu'il faut bannir, c'est d'ailleurs ça la réflexion des Occidentaux, qui veulent pousser les Africains à considérer ces périodes de l'esclavage et de la colonisation comme des périodes révolues sur lesquelles il ne faut pas revenir, et puis continuer seulement la marche en avant. C'est faux. Nous devons faire un travail historique
pour savoir ce qui nous a conduit à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Si nous ne faisons pas ce travail-là, alors là, ça ne sert à rien. Il faut juste abandonner tout et continuer le chemin comme on est en train de le faire actuellement. Les causes de l'effondrement d'un peuple doivent être recherchées et ça se trouve dans son histoire. D'ailleurs, la période esclavagiste et coloniale qui nous est enseignée dans nos écoles, c'est pas ça. Hein? C'est pour ça que ce travail-là est totalement à refaire. Voyez? Ce travail-là est refait absolument. Donc, si vous partez de ces fondements, c'est que tout le raisonnement s'effondre. Ça veut dire que l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Ça veut dire que nous considérons ces périodes-là comme révolues, alors que ces périodes-là continuent. Vous voyez la situation de l'Afrique, c'est clairement une continuité coloniale et esclavagiste. Hein? Alors, une question du compatriote la Sissi qui dit « Est-il possible de gouverner un pays africain de manière privée, c'est-à-dire pallier aux insuffisances de la gouvernance publique ?» Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le système colonial n'est pas réformable. On ne peut pas réformer un système colonial. Aucun peuple n'a fait ça. Bon, sauf si, peut-être comme les Africains ont tendance à particulariser leurs problèmes, peut-être que chez nous, on peut réformer la colonisation. C'est-à-dire qu'on peut réformer un système esclavagiste, peut-être en transformant les fers en dur, en fer d'or. Si vous voulez, on peut changer la couleur de la cage, on peut modifier la serrure, on peut modifier un peu les choses, mais nous sommes toujours dans la cage. Donc, ça ne sert à rien de couvrir d'or ces chaînes. Ça ne sert à rien de donner un coup de jeune à un système vieux, à un système destructeur. Quoi. Donc, voilà, on ne peut pas réformer le système colonial. Donc, on ne peut pas gouverner l'Afrique actuelle autrement. Voilà, puisque l'Afrique actuelle est dans un environnement colonial, toutes les institutions internationales, le cadre international dans lequel l'Afrique évolue, les règles d'évolution du pouvoir, de sa gestion, de sa conservation et de son éviction sont des règles qui ne sont pas édictées par les Africains. Les sûretés n'existent pas, le système économique africain est un système tourné vers l'extérieur et à chaque fois qu'il y a un dirigeant isolé, seul dans son coin qui tente de changer quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On lui fait la guerre, on l'assassine, on prend des sanctions économiques contre lui, on le menace de la CPI, on va monter une opposition soi-disant démocratique à l'intérieur de ce pays-là pour l'empêcher de fonctionner. Et puis finalement, soit on pousse la population à la révolte en l'affamant, en prenant des sanctions contre ce pouvoir-là. Et puis finalement, le gars, quand il intervient, on l'accuse de crime contre l'humanité et puis on le bombarde tôt ou tard ou bien on l'assassine. Donc, l'Afrique actuelle, il faut le dire, c'est un cadre purement colonial. Donc, ça ne sert à rien de nous épuiser dans ces débats-là. C'est pas ces débats-là, c'est pas ces discussions-là qui vont faire avancer la situation en Afrique. Ce qui va faire avancer la situation en Afrique, c'est notre capacité à comprendre la situation dans son déroulement historique et puis à bâtir les instruments de la libération du continent africain. C'est tout. Et je donne toujours l'exemple de la Chine parce que c'est l'exemple le plus palpable de ce 21e siècle. En l'espace de 20 ans, la Chine a fait sa mutation. Hein. Pourquoi? Parce que des patriotes chinois ont pris la situation en main et ont changé les choses. Ils ont poussé leur peuple, bien sûr, dans la douleur, dans le sacrifice, dans la souffrance, mais une souffrance affranchissante, une souffrance libératrice. Au lieu d'avoir la souffrance continue de la domination de l'esclavage, vouloir réformer ses fers. Un peuple ne réforme pas ses fers. Les fers ne se réforment pas. Un système colonial ne se réforme pas. Il n'y a pas de réforme possible dans un système colonial. Sauf si les élites qui pilotent ce système colonial arrivent à prendre conscience et à se retourner contre leurs inventeurs. Ce n'est pas le cas en Afrique, ça se voit. Hein. Sinon, ça se saurait. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour chercher les astuces par lesquelles on va réformer le système colonial en Afrique. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il faut tout simplement aller vers la destruction, le démantèlement du cadre étatique africain pour reconstruire l'Afrique. Sinon, si on continue à tourner autour de ces sujets-là, on s'épuise et il n'y a rien qui va avancer. Bon, il dit, autrement dit, il faut capter massivement le CFA pour pouvoir financer les mouvements révolutionnaires. Pour le moment, ce n'est même pas une question de franc CFA.
Ce qui est important, c'est d'abord les ressources humaines. Il faut trouver les gens. Trouver les gens que nous pouvons former, qui peuvent lire la situation africaine autrement pour pouvoir comprendre ce qu'il faut faire. C'est d'abord ça. Ce n'est pas une question de CFA. Il faut d'abord trouver les gens. Et c'est là que la difficulté commence. On n'arrive pas à trouver les gens pour engager l'action. D'abord la réflexion, ensuite l'action. Donc c'est ça. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut trouver les gens. Pour le moment, on n'arrive pas à trouver personne. Voilà. Martin Kouadi. Bon, Latif, je vais vous mettre en ligne. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre en ligne tout à l'heure. Martin Kouadi, la plupart des chefs d'État sont imposés par les colons jusqu'à aujourd'hui, selon ce que nous constatons. Un chef d'État qui veut s'opposer aux colons se voit tué ou déporté par rapport à tout cela. Qu'est-ce que le peuple africain noir peut mettre en place pour obtenir une vraie indépendance? C'est ce que nous disons. La première des choses que les pouvoirs qui ont essayé de faire changer les choses ont échoué à faire, c'est d'abord la réforme du système éducatif. Parce que ce n'est pas ce bien-là que l'étranger ou bien que le système produit suffisamment de la matière pour détruire les sociétés africaines de l'intérieur. C'est pour ça que les deux réformes fondamentales que les Chinois ont faites quand les révolutionnaires chinois ont pris le pouvoir, c'est de fermer toutes les églises, donc fermeture de toutes les églises et de s'engager dans ce qu'on appelle la révolution culturelle, avec la fermeture de toutes les écoles pour refondre le système éducatif chinois. Donc, les dictateurs africains, qu'est-ce qui leur permet de survivre? C'est d'abord que la machine scolaire produit des aliénés mentaux qui analysent mal le système ou bien qui sont révoltés à moitié. Et puis, dès lors qu'on leur trouve une place, bien, c'est fini, ils se taisent. Parce que ce que le système colonial fait, ce n'est pas notre formation pour la réflexion, pour le changement de l'Afrique, mais c'est une formation pour trouver du travail dans le système colonial et donc servir de subalterne coloniale. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque le président Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir, nous étions allés en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons rencontré, nous avons discuté avec son entourage, nous avons dit qu'il fallait absolument qu'il y ait une réforme du système éducatif. Donc la destruction du programme colonial scolaire africain pour le remplacer, pour former un nouvel être africain en Côte d'Ivoire. Ensuite, le mouvement religieux doit être stoppé. Bon, malheureusement, tout le monde a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis qu'il y aura un moment où on discutera de toutes ces questions-là. Oui, nous allons discuter de toutes ces questions-là avec des gens qui avaient le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu comment les choses se sont passées. Au lieu de détruire ces mouvements religieux, on les a plutôt encouragés. Or, la Chine avait bien compris que s'ils ne détruisaient pas le mouvement religieux que les Occidentaux développaient dans le pays et le système éducatif, ils n'allaient pouvoir pas changer la situation. Donc, ils ont d'abord maîtrisé ces deux instruments, l'école et la religion, pour ensuite redonner une autre mentalité au peuple, pour éviter que ne soit semé dans les esprits ou que ne continue à être semé dans les esprits les fausses idées et une mentalité d'autocolonisation. Voyez, c'est pour ça que lorsque nos idées arriveront au pouvoir, il ne faut pas se tromper, nous allons, c'est-à-dire que si l'Afrique veut renaître effectivement, pour que le peuple ne serve plus d'instruments de sa propre destruction, il va falloir mettre fin, tarir les sources de l'annihilation et du pervertissement de l'Africain. Il y a deux sources fondamentales, donc la religion et l'école. C'est ça que quelques pays ont compris. Quand ils se sont affranchis, ils ont d'abord mis fin à ces choses-là et ils ont réformé leur pays. Donc oui, pour que les pouvoirs révolutionnaires survivent en Afrique, ils doivent faire ces deux réformes-là. S'ils ne font pas ces deux réformes, c'est clair qu'ils sont condamnés sur le moyen et long terme. Et c'est ce qui s'est passé dans quelques pays que nous avons connus. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand les pays n'arrivent pas à utiliser les populations pour renverser les pouvoirs révolutionnaires qui arrivent à leur tête, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement bombarder. En ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur l'armement. Parce que c'est l'armement qui fait qu'un peuple est sécurisé. Ou en tout cas, un régime est sécurisé. Si vous prenez par exemple le régime nord-coréen, qui est vilipendé comme le régime le plus répressif, le plus arriéré de l'histoire de l'humanité,
Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à attaquer la Corée du Nord? C'est parce qu'elle est armée, c'est parce qu'elle a des bombes. Elle peut riposter. Donc, si les régimes africains veulent engager la révolution, ils doivent travailler à la fois sur la destruction du cadre religieux africain, ensuite la destruction de la machine de production d'aliénés, d'attardés mentaux et des cadres intellectuels encadrés en Afrique, à savoir l'école. Ensuite, renforcer tout ceci par un arsenal militaire défensif puissant. Et ça, on ne peut pas le faire, les pays africains ne peuvent pas le faire s'il n'y a pas une réflexion continentale là-dessus. Parce qu'il faut éviter que, à côté du pays qui fait la révolution, qui ait des alliés objectifs pour l'étranger. C'est pour ça que nous disons qu'il faut construire un véritable mouvement continental de libération. C'est pour éviter qu'un pays ne soit isolé dans un espace entouré de pays qui sont plutôt des alliés de l'étranger, qui vont servir de base arrière pour l'étranger pour venir bombarder et attaquer le régime révolutionnaire qui est au milieu d'eux. C'est des réflexions qu'il faut engager. C'est pour ça que normalement, nous devons engager un vaste mouvement de réflexion. Parce que s'il n'y a qu'un seul pays qui entame la révolution en Afrique, ce pays sera détruit parce qu'il est entouré d'autres pays qui sont absolument contre ça, craignant que la révolution ne finisse par les atteindre. C'est pour ça que nous nous battons pour qu'il y ait un véritable mouvement continental qui puisse atteindre l'ensemble du continent africain en un temps record. Et ça, nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui, avec la réduction de distance entre les peuples, ça, on peut le faire. Mais encore faut-il avoir la vision et la volonté de le faire. Malheureusement, quand je vois comment nous nous comportons, nous ne sommes même pas encore capables de réfléchir sur les problèmes et leurs causes. Ce n'est pas sur ces questions extrêmement stratégiques que nous pouvons réfléchir. Voyez? Donc, il faut commencer pas à pas et essayer d'aller de l'avant. Il n'y a pas d'unité africaine. Bien sûr qu'il n'y a pas d'unité africaine. Alors, Pat Lab me dit, donc l'urgence n'est même pas la capacité politique, mais notre capacité militaire à nous libérer puis à défendre les nouveaux bâtisseurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, en tout cas en ce qui nous concerne, si nous voulons que les choses changent et que nos idées gagnent du terrain et prennent le pouvoir en Afrique, il va falloir qu'on s'organise. Donc l'urgence ici, c'est notre organisation, c'est l'organisation d'un véritable mouvement de libération sur le plan continental. Ça passe par le travail au quotidien de chacun de nous. Chacun dans son environnement doit essayer de trouver des gens. Moi, je ne cesse d'appeler qu'à ça. Il n'y a pas pour le moment grand-chose. Il faut que chacun essaie de trouver des gens autour de sa personne pour se focaliser sur cette seule idée. C'est l'unique idée qui s'impose à nous. Il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas vouloir embrasser tous les courants qui existent. Il faut seulement se concentrer sur l'idée que quand un peuple arrive à la situation qui est la nôtre, le seul devoir que l'histoire lui impose, la ligne que l'histoire lui impose, c'est s'engager dans une lutte de libération. Et comment on arrive à une lutte de libération? C'est d'abord un travail de construction. Il faut structurer la masse populaire qui est endormie. L'énergie révolutionnaire existe dans chaque peuple sur cette terre. Mais il y a des moments historiques qui font que ces populations-là sont plongées dans une léthargie ou dans un coma artificiel. Eh bien, il faut commencer à réveiller les organes les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il faut commencer par semer les graines du réveil un peu partout. Et ça, vu la situation, nous sommes obligés de procéder petitement. C'est-à-dire qu'il faut chercher, chacun, on est trop isolé, il faut commencer à chercher des gens qui partagent cette idée-là avec nous pour commencer par se structurer et ensuite chercher à gagner du terrain. Et une fois que c'est fait, quand le peuple est réveillé, c'est fini. On n'a même pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'armes. Parce qu'un peuple qui est réveillé, qui est debout, qui est organisé, qui est structuré, qui sait ce qu'il veut, il est plus fort que n'importe quelle arme atomique au monde. Aucun instrument militaire n'arrive à arrêter un peuple qui est debout et qui a décidé de changer, de vivre tout simplement. Un peuple qui a décidé de vivre, il fonctionne comme un tsunami. Il n'y a aucun bassin, aucun tonneau n'arrive à le contenir. Même pas les armes à neutrons, rien. Et ça, c'est une constante de l'histoire. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons traverser, dans cette direction que nous devons nous orienter. Après, lorsque le pouvoir est acquis, en ce moment-là, on va entamer la reconstruction du pays et en ce moment-là, on va doter la nouvelle Afrique d'instruments militaires capables de la protéger. Il faut dégager les militaires étrangers, bien sûr.
Ah ouais. Pat Lab dit pour repartir de zéro, il va falloir faire couler un torrent de sang tellement le mal est profond. Est-on prêt pour installer un régime en terreur? Car ce n'est pas seulement les élus qui sont corrompus. Absolument. Mais je ne veux pas, puisque les gens nous accusent de tenir un discours de haine et de violence, puisqu'ils considèrent que la colonisation, c'est la paix et l'amour et le progrès. Donc, quand nous appelons à la libération du continent, c'est nous qui sommes les violents et les haineux. C'est pour ça d'ailleurs que la mentalité coloniale continue à produire ce type de réflexion, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore prête, elle n'a pas encore fait une mutation intellectuelle, une mutation idéologique. C'est pour ça qu'il faut continuer ce travail-là. Évidemment, le sang libérateur n'a pas encore coulé en Afrique. Ça, il faut le dire aussi calmement que froidement aux Africains. Le sang coule aujourd'hui, bien sûr, mais ce n'est pas le sang libérateur, ça. Ça, c'est le sang qui nourrit, qui alimente le système. Donc, si demain les Africains décident de s'affranchir, il va y avoir une résistance. Hein. C'est un rapport des forces qui va s'instaurer. Et puis, bon, ça va coûter, bien sûr, mais comme je l'ai dit tout à l'heure à propos des Chinois, ils ont décidé de payer le prix du sang une fois pour de bon. Au lieu de payer cycliquement et de manière éternelle le prix du sang pour que le système qui les domine continue à évoluer, ils ont décidé d'arrêter l'effusion du sang à un moment donné en le faisant couler abondamment pour une seule fois. C'est une décision stratégique et historique qu'on arrête ça. La France avait décidé d'arrêter la gouvernance royale, tyrannique de l'ensemble des dictateurs qu'elle a connus. Donc, il y a eu effusion de sang, mais ça s'est arrêté, et puis le pays a démarré. L'Italie a fait la même chose. Cavour et Garibaldi ont décidé, ils ont conduit le peuple à la lutte de libération pour reconstruire le pays. L'Allemagne, sous Bismarck, l'Allemagne était morcelée, des douanes installées partout, des voyous dirigeaient le pays. Il y a une révolution, on arrête tout ça, on avance. Les colonies britanniques des Amériques, on veut sortir des mains des Anglais, des Britanniques, qu'est-ce qui se passe? Révolution, résistance de l'Angleterre, mais finalement les peuples sont debout, il n'y a personne qui peut les arrêter. La Chine, pareillement, coalition internationale des Occidentaux et du Japon contre la Chine s'est battue contre les ennemis intérieurs soutenus de l'extérieur, elle s'est affranchie, aujourd'hui elle est sur le toit du monde. Donc nous pouvons continuer à multiplier les exemples. C'est tout comme ça que les peuples ont opéré. Oui, ça a un prix, maintenant je ne sais pas dans quelle ampleur, tout dépend de comment nous travaillons. Alors effectivement, ce n'est pas seulement les élites corrompues qui doivent être réformées. Si vous voyez dans d'autres pays comment les choses ont été faites, c'est que quand les pouvoirs révolutionnaires, quand les pouvoirs patriotes sont arrivés, eh bien, ils ont procédé à la fois par la répression et l'éducation. D'ailleurs, depuis l'Égypte antique, c'est comme ça. Et les peuples qui ont détruit l'Égypte antique ont appris de l'Égypte antique son organisation, c'est-à-dire le pouvoir politique fondé à la fois sur la sanction de tout ce qui peut être considéré ou est défini comme écart des normes de la société et l'éducation. Donc, on va jouer sur les deux instruments, la répression et l'éducation. Donc, qu'est-ce que la Chine, par exemple, a fait pour éviter que son peuple ne reproduise les schémas et les réflexions d'aliénation et d'autodestruction? La Chine a à la fois instauré un système de répression et un système d'éducation. C'est deux mains, c'est la main gauche et la main droite qui fonctionnent en même temps. Quand il faut réprimer, on réprime et en même temps on éduque, on forme. Voyez? On forme. Voyez? C'est ce que l'Égypte faisait d'ailleurs. Et donc, quand ces gens-là ont détruit l'Égypte, ils ont appris de l'Égypte ce fonctionnement, c'est-à-dire un État organisé qui manie à la fois l'éducation et la répression. Et qu'est-ce qu'ils ont instauré en Égypte? Le désordre, le pouvoir politique qui est remplacé par des élites corrompues pour approfondir les plaies qui sont ainsi infligées à l'Égypte antique. C'est pour ça que la question de l'État, c'est une question très importante pour nous. Donc l'État nouveau africain qui va naître va avoir un rôle fondamental dans l'édification d'un nouvel être africain, à la fois par le maniement de la répression et de l'autre côté le maniement de l'éducation. C'est comme ça que les peuples font pour renaître. Voilà.
Donc, il faut sanctionner les écarts, aussi bien de l'ensemble des dirigeants. Hein. Donc, ça commence d'abord par les dirigeants. D'ailleurs, l'Égypte antique faisait comme ça. L'exemple était montré par le haut. C'est d'abord la gouvernance, les dirigeants qui doivent montrer l'exemple. Et puis, s'ils trahissent, ils subissent la répression. Ou alors, ils sont réformés, ils sont envoyés dans des camps pour réapprendre. Donc, c'est une sanction, ça. Et puis, il y a de l'autre côté la machine de l'éducation qui consiste à former l'esprit populaire à l'adhésion au projet de la renaissance du pays et des valeurs qu'il faut pour pouvoir asseoir cette renaissance et la défendre. Bon, Nelson Mendes dos Santos me dit qu'il faut racketter les Chinois. Bon, oui, la Chine fait exactement la même chose en Afrique que les Occidentaux. Et il faut être lucide. Elle a raison parce que la Chine est une puissance. Il n'y a pas de raison que la Chine vienne en Afrique se comporter en moraliste, en un état moral. La Chine cherche à progresser, à se développer. C'est à nous les Africains de leur imposer nos intérêts. Mais pour le moment, l'Afrique actuelle n'est pas en mesure d'imposer quoi que ce soit aux Chinois. C'est pour ça que les Chinois, eux, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il ne faut pas brutaliser les Africains. Parce que finalement, ce sont les brutalités qui ont conduit les Africains à se révolter contre le système colonial. Et puis, qui a coûté beaucoup parce que le système colonial a dû passer par l'octroi des indépendances fictives avec les élites qu'elle a installées. Donc, pour que les Chinois ne commettent pas les mêmes erreurs, ils ont appris de ça. Et ce qu'ils ont compris, c'est qu'il faut utiliser plutôt d'autres outils pour coloniser les Africains, notamment les affaires. Donc, aujourd'hui, pour les Chinois, si l'Afrique peut rester comme ça de manière éternelle, c'est bon. Parce qu'ils tirent beaucoup de profit en Afrique. Ils exploitent les terres. Tout leur est facile. Et c'est tout à fait normal parce que la Chine est une puissance mondiale aujourd'hui. Donc, cette situation de la Chine ne peut pas s'arrêter si l'Afrique ne renaît pas pour lui imposer d'autres règles. Voyez, quand un pays est sclérosé de l'intérieur, il n'a pas de partenaire, il n'a que des maîtres. Donc, c'est tout à fait normal si on se place d'un angle stratégique, si nous voulons faire évoluer les choses, nous devons dire que ce que les Chinois font en Afrique, c'est tout à fait normal compte tenu de la situation du continent africain, compte tenu des États africains qui existent en Afrique et compte tenu de ce que les dictateurs africains produisent comme méthode de gouvernement en Afrique jusqu'à présent. Donc, évidemment, si on s'engage dans une véritable lutte de libération, ça, c'est des questions qui vont se poser. Parce que les Chinois eux-mêmes, ils ont fait la même chose. Pour prendre possession de leur espace, ils ont chassé les étrangers, ils ont mis le feu aux ambassades, ils ont détruit les consulats, ils ont tout détruit, renvoyé les étrangers pour imposer un nouvel ordre chinois. Et bien évidemment, comme la Chine aspire à être une puissance mondiale, et ce qu'elle est déjà d'ailleurs, elle n'a pas du tout intérêt à montrer aux Africains ce qu'elle a fait pour s'affranchir et devenir une grande puissance aujourd'hui. Voyez? Et quand ils brûlaient les représentations diplomatiques et autres, quand ils s'en prenaient aux intérêts étrangers, notamment le mouvement des boxeurs, c'était un mouvement qui s'était pris aux intérêts étrangers, les étrangers ripostaient. Et c'est ça d'ailleurs qui augmentait la colère des Chinois et leur détermination à continuer la lutte. Voyez? Donc, les Chinois font la même chose en Afrique parce qu'ils ont compris comment l'Afrique est. Et puis, pour eux, c'est de bonne guerre, tout simplement. Et c'est à nous de savoir ce que la Chine, par exemple, a fait pour lui opposer sa propre histoire, sa propre façon d'avoir lutté contre l'étranger quand les circonstances historiques l'ont obligé à le faire. Comment n'être pas tenu pour un terroriste puisque l'on remet en cause un système qui se défend très bien? Bien sûr, bien sûr. La colonisation, c'est la paix. D'ailleurs, on appelle chaque système colonial s'appelait Pax, donc la paix française, la Pax Britannica, la paix britannique, la paix allemande, la paix portugaise, ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc c'est le mouvement de pacification. Ceux qui se révoltaient, on est tous dans la continuité. C'est pour ça que je reviens un peu à Latif qui disait tout à l'heure qu'il faut sortir de cette analyse historique pour dire que nous sommes restés dans ce système colonial. La pacification voyait ceux qui résistaient contre la colonisation comme des terroristes. Donc, des gens contre qui il faut lutter absolument. Et d'ailleurs, on a mobilisé des Africains pour combattre ces résistants qu'ils ont capturés avec les Français, les Britanniques et autres pour les déporter. Ou alors les assassiner. Le cas des Samori, des Prempeh et autres. Donc, dans l'optique du colonisé,
de la mentalité coloniale, la colonisation, c'est la paix. Et ceux qui appellent à la résistance sont plutôt pour la guerre, pour la violence, pour la destruction. Et c'est tout à fait normal, c'est classique. C'est pour ça qu'il faut continuer le travail de la réflexion et de la formation intellectuelle. Voilà, alors je vais te donner la parole, Latif. Ben, j'essaie de donner la parole à Latif. Ok. Bon, je ne sais pas si je suis bien positionné. Hein? Oui, ça va. Ok. Vous m'entendez bien là? Ok. Bon, merci. Hein. Je voudrais... Oh, je ne vois même pas les choses là. Bon, je voudrais sincèrement vous remercier, M. Kogli, pour ce que vous faites. Mon intervention ce soir va porter sur 3 points. Je voudrais souhaiter que tu me donnais la parole un peu plus tôt. Bon, le premier point sera la méthodologie. C'est-à-dire que si nous posons une question, vous allez apporter votre punch en y répondant. Mais il faudrait qu'on reste encore sur la question en prenant les autres avis, les autres opinions ou les questions suivantes par rapport à cette même question-là. Bon, sur cette méthodologie-là, je voudrais souhaiter qu'on aille ainsi, parce que je voulais intervenir sur la question. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui écrivent entre-temps. Donc, les commentaires sont un peu... Il y a plusieurs décalages, quoi. Donc, il y a du décalage. C'est ça qui fait que... Voilà. OK. Parce que, bon, je voulais donc élaborer sur la première question qui consistait à savoir si le pouvoir économique prime sur le pouvoir politique. Est-ce que le pouvoir économique est supérieur au pouvoir politique? Bon, moi j'ai marqué cette question comme étant intéressante, comme étant une bonne question, quoique redondante. C'est une question qui revient toujours, et elle est à prendre sur plusieurs volets et à être placée dans un contexte précis. Bon, vous avez répondu par rapport à la façon dont vous l'avez compris, parce que beaucoup posent cette question-là de différentes manières. Alors, la façon dont moi j'ai compris cette question précisément, c'est de savoir si, sans les moyens financiers, on peut acquérir le pouvoir politique. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se donner d'abord les moyens financiers, c'est-à-dire d'être riche d'abord, avant de vouloir combattre et arracher un pouvoir politique? C'est dans cet esprit-là que moi j'ai compris la question. Et des fois, il y a des questions que nous posons, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas les réponses, mais c'est pour vous donner, vous, l'opportunité, vous qui êtes érudits, vous donner l'opportunité d'éclairer, d'apporter votre punch et d'éclairer les gens qui encore sont dans cette logique de penser que oui, il faut nécessairement avoir de l'argent avant de pouvoir arracher ou bien de se donner la liberté. Bon, donc tout au long de votre intervention, vous avez quand même répondu à cette question en disant aux gens que on n'a pas besoin, on n'aura même pas besoin d'armes, parce que la plupart du temps, je ne voudrais pas être trop explicite, mais la plupart du temps, quand les gens parlent du problème économique et que nous parlons de révolution ou de lutte pour se libérer, les gens pensent nécessairement à quelque chose qu'il faut aller acheter en quantité industrielle et tout ça là. Donc vous avez quand même touché cet aspect-là, donc j'en pense. Maintenant, les questions que j'ai posées, une question à three ways, c'est-à-dire une question à 3 voies. Vous avez effrayé les 2 premiers, mais vous avez omis la dernière question qui me semblait être quand même le pilier de toute ma question. Mais au deuxième point de ma question, vous avez pensé que j'étais dans la logique telle que je pensais que la colonisation et l'esclavage, lorsque nous en parlons, nous jouons des victimes. Bon, non, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Comme je le disais tantôt, beaucoup de gens qui font partie de cette lutte et qui voudraient bien y adhérer sont toujours dans cette mentalité-là et pensent que lorsque nous évoquons la colonisation, lorsque nous évoquons l'esclavage, nous jouons à des victimes et que cela nous ralentit. Donc, moi, je vous donnais l'opportunité d'éclairer ces gens-là. Et il dit souvent qu'on rejette la faute sur... Il dit souvent qu'on rejette la faute sur l'étranger et sur l'histoire. Voilà. Donc, moi, je voudrais que vous les éclairez, qu'on enlève un peu ça au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'on partage ceci dans plusieurs groupes, que les gens qui ne sont pas éduqués sur la chose, sur cette terme-là, sachent qu'on ne peut pas réécrire sa propre histoire et qu'il faut toujours revenir sur ces piliers-là
pour comprendre l'histoire et donc mener la lutte proprement dite. Bon, je l'ai compris comme ça. Hein. Voilà, donc votre réponse ne va pas sembler aller dans ce sens-là parce que vous pensez que je sortais un peu de la logique de la chose. Non, je vous donnais l'opportunité plutôt d'enfoncer le clou. Voilà. Bon, maintenant, la dernière partie de ma question, c'est de savoir si nous sommes d'accord que la mentalité coloniale est un obstacle pour la lutte. Quelles sont les panacées que vous avez? Que proposez-vous? Comment comptez-vous surmonter cet obstacle-là? Est-ce qu'on ne prêcherait pas dans le désert si on continuait pas à poser les stratégies, réfléchir sur les choses, alors que les quelques gens, ne serait-ce que les quelques gens, même si on n'a pas besoin de beaucoup de gens pour cette lutte, on a besoin de certaines personnes. Mais s'ils sont toujours dans la logique de la mentalité coloniale, est-ce que nos efforts ne seront pas vains ou est-ce qu'on ne prêcherait pas dans le désert? C'est cette partie-là que vous avez omis et je voudrais qu'on revienne là-dessus. Donc, je suis revenu un peu sur des questions que vous avez dépassées déjà parce que la parole ne m'était pas donnée plus tôt et j'ai compris que le chevauchement des questions ou des choses qui venaient aussi vous commandaient la méthode que vous aviez adoptée au départ. Voilà, merci. Ok, très bien. Merci Latif. Je vais répondre. Ok, vous pouvez m'enlever, c'est bon. Il faut répondre maintenant, c'est bon. Voilà, je vais répondre. Ok. Je salue au passage encore une fois le frère Latif. Hein, c'est un des gens les plus présents. Ils font un bon boulot, merci. Notre logique, elle est la suivante. L'histoire ou les grands changements historiques, avant d'être l'affaire d'une masse populaire, partent toujours d'un noyau. Donc, il faut qu'il y ait un noyau suffisamment armé, outillé, pour pouvoir féconder la masse qui est endormie. Pour le moment, effectivement, la masse ne nous suit pas parce que, comme je le disais, c'est la mentalité coloniale. Et comme les grands mouvements, les grands changements historiques sont précédés d'abord d'un puissant mouvement intellectuel qui remet en cause le système, ses fondements, tout ce qui est considéré comme acquis, comme construit déjà, fini, terminé, achevé, badigeonné, les clés remises aux locataires. Non, c'est-à-dire on remet toute l'architecture en cause. Ouais, et ça, c'est d'abord un puissant mouvement intellectuel qui l'engage. Et ça, on est en quelque sorte dans cette période-là. Maintenant, on essaye, disons, de déconstruire. Ça fait, bon, il y a eu des gens qui ont précédé, qui ont fait ce travail-là, qui ont commencé. On a toujours cité les gens comme le Cheikh Anta Diop, Kizerbo du Burkina Faso. Lui, c'est un peu hybride. Hein. Kizerbo, c'est pas le radicalisme, tu vois, c'est un peu le colonial, bon, mais qui a plus de conscience, mais c'est un peu mou, quoi. C'est Edem Kodjo, hein. C'est des gens qui ont produit la bonne réflexion, mais qui n'ont pas été capables d'assumer jusqu'au bout. Parce qu'ils craignaient qu'on va les taxer de violents. Alors que Kodjo, par exemple, c'est quelqu'un qui a montré très bien que l'histoire a été tout le fait des gens courageux, des gens qui sont animés d'une grande vision. Et une grande vision ne peut pas être menée par des gens tièdes, qui font des concessions partout, qui veulent tout embrasser, qui disent que tout le monde est frère, qui concèdent, qui font des concessions partout. Non! Tu vois, et justement, le problème des gens comme Kodjo et de Kizerbo, c'est d'avoir voulu cohabiter, faire une cohabitation avec l'ensemble des éléments du système. Contrairement à quelqu'un comme Cheikh Anta Diop qui est allé jusqu'au bout. C'est pour ça d'ailleurs que Cheikh Anta Diop est mort dans la misère. Tu vois? Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés en quelque sorte de continuer dans la veine des Cheikh Anta Diop, de Samori. Peut-être que nous connaîtrons leur sort, peut-être pas. Mais il y a aussi une époque à laquelle nous devons nous adapter. Il y a avant, à l'époque des Cheikh Anta Diop, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas le téléphone portable comme ça, il n'y avait pas tous les moyens de communication. Aujourd'hui, tu es à Lomé, moi je suis en Suisse, on discute. C'est possible. Donc, si les gens veulent, il y a un prix à payer. Donc, il faudrait aussi que les gens comprennent que si nous voulons nous affranchir, nous avons besoin de faire un minimum d'efforts. Et cet effort-là est multidimensionnel. Tu vois? Donc, qui cherche trouve en quelque sorte. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce que nous essayons de faire est de constituer un petit noyau. C'est pour ça que je reviens toujours à l'idée de base de la construction d'un mouvement de libération. Et compte tenu de la situation, nous sommes obligés de partir de petits noyaux, même de 2 personnes, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas les hommes qu'il faut. Donc, comme on n'a pas les hommes qu'il faut, eh bien, on doit procéder par marcotage, par la stratégie du cancer qui attaque les organes les uns après les autres, petitement. Tout
tout en sachant que nous n'avons pas reculé. Donc, si on n'arrive pas à trouver des gens autour de nous pour ancrer l'idée, et puis faire de ces gens-là des porte-paroles, nos porte-paroles, des propagateurs de nos idées, c'est qu'effectivement, on restera dans les limites qui sont les nôtres aujourd'hui et on ne pourra pas avancer. Mais toujours est-il que ce message-là, même si des gens font semblant de ne pas l'écouter, je connais des compatriotes qui haïssent profondément l'être que je suis en face d'eux, mais qui écoutent le message. Je les vois, parfois je les vois. Tu vois? Donc, c'est qu'à un moment donné, les gens seront amenés à s'interroger parce que les réalités nous rattrapent. Les réalités nous rattrapent toujours. Et donc, ce que nous devons viser, c'est ce petit travail de semence, point par point. Et puis, une fois que ces noyaux-là ont pris de l'ampleur, eh bien, nous allons pouvoir faire une gestion pour pouvoir avancer. Donc, oui, pour le moment, la situation telle qu'elle est fait que la mentalité coloniale est ce qui domine. La mentalité coloniale est ce qui domine, c'est clair, mais par le petit travail que nous sommes en train de faire à la suite de Cheikh Anta Diop, de quelques grands hommes, les Obenga, les grands historiens africains, ceux qui ont essayé de montrer la réalité de l'Afrique aux Africains, les Nkrumah, les Olympios, tu vois, aujourd'hui, on cite de plus en plus ces personnes-là. On cite de plus en plus ces personnes, on cite les Olympios, les Sankara, les Lumumba, bon, voilà. Sauf que on n'arrive pas, au-delà de leur citation, on n'arrive pas à emprunter le chemin qui était le leur, parce qu'on craint. Il y a encore la dominance de la peur. Mais si nous continuons comme ça, c'est que nous serons toujours rattrapés par notre propre vacuité et par l'histoire. Donc, à un moment donné, nous serons obligés de faire face à nous-mêmes. On ne peut pas éternellement continuer la fuite. À un moment donné, si nous voulons que l'Afrique s'affranchisse et se reconstruise, nous devons absolument accepter de payer le prix de cette libération, de cette renaissance. Et ça ne sera jamais quelque chose de gratuit et de fortuit. Il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée. Ce n'est pas par le claquement des doigts que les changements historiques se font. Les changements historiques se préparent. Et ça doit partir d'un noyau. Et c'est ce noyau-là que nous sommes en train de chercher dans tous les coins du monde et de l'Afrique. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Oui. Tu as répondu. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, merci infiniment. Ok, voilà. À tout à l'heure. À tout. Voilà. Donc, je veux remercier le frère qui m'a relancé. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut nous pousser à approfondir les choses, à approfondir un certain nombre de points, à éclaircir d'autres qui ne sont pas assez clairs. Mais nous essayons, parce qu'il faut se dire aussi, c'est fatigant, ça prend beaucoup d'énergie. Physiquement, c'est lourd, quoi. Et puis, bon, il y a la fatigue mentale, la fatigue physique aussi. C'est pas tous les jours qu'on est performant, parce que c'est très lourd, quoi. C'est très lourd. Et le fait d'appartenir à un peuple vaincu, pour nous, c'est une souffrance énorme. Et ça fait mal, quoi. Ça fait que, parfois même, je prends un raisonnement qui n'aboutit pas, que je n'arrive pas à terminer, parce que voilà, parce que quand on découvre la profondeur et la gravité du problème africain, on devient un peu fou. On devient un peu fou et très lourd. C'est pénible. Donc voilà, disons que si nous voulons aller dans le sens de la conquête ou de la reconquête de notre espace, de territoires africains, nous devons absolument nous engager dans la construction d'un mouvement de libération, ce qui passe par la mise en place des groupes un peu partout qui soient dédiés exclusivement à cette ligne-là, sur comment faire pour que cette ligne devienne une réalité, pour que cette ligne-là soit incarnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre notre temps dans des débats politiques, électoralistes, des sujets qui n'ont aucune importance, qui nous perdent du temps, qui nous amènent dans des considérations vraiment qui bouffent, énergivores, quoi, qui nous détruisent. Bon, on sort de cette discussion-là rincés et confus parce que voilà, nos idées sont remises en cause, bon, on doute. Il ne faut pas faire ça. Tous les pays, tous les peuples, tous les groupes
patriotes qui ont fait le travail de la libération de leur pays et de leur reconstruction n'ont pas perdu du temps, ne se sont pas perdus du temps dans d'autres discussions. Ils se sont focalisés uniquement sur la seule ligne que l'histoire leur a indiquée. Parce qu'ils ont compris, il y a une ou deux personnes qui leur ont montré que tout ce qui se passe là, ce sont des foutaises, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, pour rien. Et qu'il faut s'affranchir de l'opposition institutionnelle tiède, confuse, qui est dans la confusion des idées parce que voulant embrasser tout et n'importe quoi, et donc la confusion des moyens entraînant une paralysie de l'action collective, eh bien, ils ont démontré l'inefficacité de tout ça et ils ont poussé leurs compatriotes à ne voir le problème que de cet angle-là, de ce bout-là. C'est-à-dire, c'est uniquement ça. Voyez, c'est une sorte d'exclusivisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre notre temps dans les discussions qui ne nous apportent rien. Voyez, donc les réformes, les questions de pouvoir politique ou économique ou pas. Non, le peuple africain est un grand peuple. Sauf que c'est un peuple qui est endormi, qui est vaincu actuellement. Ce peuple, comme n'importe quel peuple de cette terre, a les moyens de sa renaissance. Mais il faut découvrir ces qualités-là, les réveiller et ensuite les réorganiser. C'est tout. Donc nous n'avons pas besoin de milliards pour faire ce travail-là. Déjà, si nous nous organisons, le peu qui est à notre disposition, si nous mutualisons nos moyens pour aller uniquement que sur cette voie-là, en nous donnant un agenda stratégique, c'est-à-dire un calendrier, eh bien nous allons voir que dans 5-10 ans, vous allez voir ce qu'on peut faire. Si on était véritablement organisé, que dans les petits groupes dont je parle, qui doivent se constituer, les petits groupes qui doivent se constituer partout, si vous avez 3, 4, 5 personnes autour de vous, si par exemple dans les territoires africains de francs CFA, on a 20 personnes, 5 personnes par groupe et que chacun décide de donner même 100 francs par mois, mais vous multipliez ça par le nombre de groupes qui existent, on a déjà dans les milliards ou dans des centaines de millions. Nous, dans la diaspora, si les groupes se constituent, puis qu'on décide chacun de mettre 100 euros, 200 euros, ou même, si nous sommes véritablement conscients, le 10e de nos revenus mensuels dans un pot commun autour de cette seule idée de la libération de notre continent, de sa reconstruction, vous allez voir, nous n'avons pas besoin d'aller supplier qui que ce soit de nous donner les moyens. Nous avons les moyens. C'est notre désorganisation, notre incapacité à nous discipliner qui font que nous n'arrivons pas à avoir les moyens dont nous disposons. Voyez? Donc, il y a des actions qu'on veut mener. Il y a un groupe qu'on avait créé entre-temps. On a décidé de mettre de l'argent dessus. En l'espace de quelques mois, mais on a eu de l'argent pour faire des choses. Donc, c'est l'organisation qui décide de tout. Si nous nous organisons, les moyens financiers ne manquent pas. À partir du moment où nous avons défini une ligne claire et que nous restons uniquement que sur cette ligne-là, c'est qu'on ne s'embête pas dans d'autres choses et qu'on essaye tous les jours que Dieu fait pour amener du monde, pour allier du monde à cette ligne-là, nous allons trouver très facilement les moyens financiers et les moyens humains. Pour le moment, c'est qu'on est trop disparate, on n'est pas convaincu et on ne fait pas le travail de prédication dans le sens de ramener du monde, de rallier du monde à ce courant, à cette ligne-là, qui fait que, bon, pour le moment, on voit que c'est impossible et que c'est difficile. Alors, je ne sais pas ce que le frère Collier avait dit. Alors, je vais voir. Alors, le frère Collier a dit, est-ce la peur ou l'ignorance qui empêche les Africains à se mettre au travail pour libérer l'Afrique? Ah, ben, le frère Latif a répondu. C'est les deux. La peur et l'ignorance. Disons que l'ignorance qui fonde la peur, puisque c'est l'ignorance qui fonde la peur. Quand on ne sait pas quelque chose, et puis le refus des colonisés d'envisager un autre monde, parce que les colonisés estiment que c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Les colonisés estiment que, bon, au moins, ils ont quelque chose en main. Ils n'auront pas risqué l'aventure de découvrir le néant. Il vaut mieux rester dans la maison du maître, parce qu'au moins, on y a à manger et à boire, au moins. C'est-à-dire qu'on mange les restes du maître. Donc, quelque part, il faut se contenter et être patient pour que le maître soit beaucoup plus généreux demain, pour nous donner plus et réformer un peu nos fers, parce que la situation ne peut que s'améliorer, parce que le maître va devenir de plus en plus humaniste. Donc, c'est l'ignorance qui entraîne ce type de réflexion et qui entraîne la peur de s'engager sur la voie de la renaissance, la voie de la lutte, parce que le colonisé ne veut pas payer le prix de sa libération. Il préfère plutôt attendre que le maître
soit beaucoup plus généreux et la franchise. D'ailleurs, les différentes libérations que nous avons, depuis la période des razzias négrières, ce qu'on appelle l'abolition de l'esclavage, et les indépendances, ces deux grandes périodes-là, ce sont des libérations octroyées, ce ne sont pas des libérations acquises de haute lutte. D'ailleurs, les pays africains qui ont mené une vraie guerre de libération, ils ont un autre fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de sortir totalement de la mentalité coloniale, en assumant leurs responsabilités, y compris en prenant les armes pour se défendre. Donc ceux-là, ils ont une autre mentalité. Mais les pays où l'indépendance a été octroyée systématiquement, avec des élites cooptées, eh bien, ces populations-là sont les plus attardées du continent. Donc là où il y a eu de véritables guerres de libération, de véritables mouvements révolutionnaires de libération, eh bien les mentalités ont tout petit peu évolué et ces peuples-là ont une autre approche que l'approche des pays où les indépendances ont été octroyées. Donc l'ignorance et la peur jouent un grand rôle. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait aussi un direct une fois consacré à la peur comme instrument de contrôle des populations. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que si le système manipule la peur, c'est que le système a peur lui-même également. C'est-à-dire que si le système nous terrorise, fait en sorte que nous ayons peur, c'est que lui-même il a peur. C'est pour ça qu'il faut retourner à un moment donné la peur contre ceux qui la manipulent, contre nous. Voyez? Donc ça c'est aussi un travail qu'il faut mener, qu'il faut continuer à mener dans ce sens-là pour dire aux Africains que nous n'avons aucune raison d'avoir peur et qu'on ne meurt qu'une seule fois. Et que de toutes les manières, nous allons mourir, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une mort atroce ou paisible, on mourra. Quels que soient les cas. In fine, à la fin, le résultat des courses, c'est que chacun mourra. Il vaut mieux choisir mourir pour être éternel dans la mémoire de son peuple. C'est ça que certains grands hommes ont compris. Voilà. Et ils ont marqué de leur empreinte leur passage dans cette vallée humaine. Donc, la peur de mourir est une peur qui n'est pas fondée, puisque, en définitive, nous allons mourir. C'est pour ça que d'autres peuples qui n'ont pas peur de la mort, ils font des aventures, ils s'aventurent, ils font des choses qui nous étonnent, parce que nous n'avons pas développé cette culture de la mort. Comme je le disais tout à l'heure, ça c'est la mentalité africaine, ce n'est pas la mentalité coloniale acquise. Ça, c'est des choses que nous avons développées depuis l'Égypte antique. La façon très spirituelle de voir le monde, de diviniser la vie et de lui accorder une importance divine et d'accepter la vie dans n'importe quelle condition. C'est pour ça que le suicide n'existe pas dans notre culture, parce qu'on a divinisé la vie. La vie est un cadeau divin ou des ancêtres. Donc, on préserve ce cadeau jalousement, précieusement. Et quelles que soient les conditions, on tient à vivre. Voyez? Alors que d'autres peuples, ça ne leur dit rien de mettre fin à leur vie ou de prendre des risques énormes pour essayer de découvrir des choses, de faire des aventures, de rendre leur vie, aussi courte soit-elle, agréable et intense et productive. Ils vont risquer, ils vont faire des choses. Les colonisateurs, quand ils ont débarqué en Afrique, les gens ne savaient pas où ils allaient. Mais ces gens partaient à l'aventure et bon voilà, s'ils doivent y mourir, ils mourront. C'est ça, l'instinct de vie d'un peuple. Un peuple qui veut vivre, il doit avoir cette capacité à affronter la mort et les difficultés. Donc, effectivement, la peur et l'ignorance sont deux mécanismes qui nous permettent de rester où nous sommes, immobiles, nous contentant des acquis coloniaux, c'est-à-dire qu'on est très fiers de nos diplômes, de nos petites maisons construites ici ou là, et puis on se dit que la vie, dans n'importe quelle condition, mérite d'être vécue. Même si c'est des souffrances atroces, on préfère y rester, on préfère rester là-dessus comme ça. Et puis, ben, le fait d'être dépolitisé, désintéressé, les partis politiques africains ont construit le combat politique d'une manière telle que les Africains ne peuvent qu'être découragés de tout ce qui est combat, de tout ce qui est lutte, quoi. Donc, l'école coloniale poussant aussi, de son côté, à la démobilisation et à la désorganisation. Après, bon, nous-mêmes, il y a aussi des ferments du désordre en nous-mêmes, hein, la détestation des lumières, de ceux qui parmi nous sont intelligents, qui brillent, qui voient les choses autrement, on les taxe de tous les noms, on les écarte, on détruit. Donc c'est un système qui fait de l'autophagie, hein, donc c'est de l'automutilation
parfois même volontaire, parce que bon, nous ne fonctionnons plus avec la matrice africaine. Nous ne fonctionnons plus avec le paradigme africain, nous fonctionnons avec le paradigme colonial. C'est-à-dire que nous sommes des êtres refaits, greffés. Et donc, à partir de ce moment-là, ben voilà, il y a plein de choses que nous développons qui ne répondent absolument à rien. Mais en même temps, dans un peuple comme ça, il y a toujours quelques îlots d'intégrité et de résistance qui font un travail d'éveil des consciences et de rassemblement des consciences éveillées en vue d'agrandir leur cercle d'influence pour pouvoir conduire le peuple à la construction d'un véritable mouvement de libération. Ça a été toujours le cas. Dans tous les peuples, ça c'est connu. C'est pour ça qu'il faut maintenir les foyers qui sont allumés, il faut les maintenir allumés. Il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut les propager pour que nous puissions, au fur et à mesure qu'on avance, désenclaver les Africains et faire en sorte que les mentalités progressent, s'ouvrent, soient décolonisées. Il faut procéder à une véritable décolonisation mentale auprès des Africains. Voilà. Donc, pour le moment, la peur, l'ignorance et leurs différentes variantes ont pris le dessus sur nous, avec l'idée que les acquis coloniaux valent mieux que l'aventure de l'idée d'une Afrique reconquise et reconstruite, parce qu'on considère qu'aller sur ce chemin-là, c'est s'aventurer, que c'est risquer une aventure. Et d'ailleurs, le système colonial faisant peur va toujours donner en quelque sorte des exemples qui ont mal fini, tels que les exemples de Lumumba, de Sankara, de Gbagbo, de Kadhafi, de Samori, pour dire, vous voyez, si vous vous engagez dans cette voie-là, voilà comment vous allez finir. Donc tout ça nous fait peur. Mais nous devons savoir que l'histoire s'écrit de cette façon-là. L'histoire s'écrit de cette façon-là. Et que nous devons viser, rester dans la mémoire de notre peuple de manière éternelle. C'est ça que les grands hommes visent. Il ne faut pas qu'on vive notre petite vie de petits fonctionnaires ou de petits, je ne sais pas, de petits entrepreneurs qui ne cherchent pas d'histoire, qui veulent mourir tranquillement dans son lit, être enterré tranquillement. C'est pas comme ça. Si on fonctionne avec cette philosophie, ça veut dire que nous n'irons jamais vers la grandeur. Il faut viser grand. Et penser que la mort est une étape qui, tôt ou tard, finira par nous rattraper. Et que ce qui est important, c'est de choisir de rester dans la mémoire de son peuple. Voilà. Ah, Patlab, non, c'est ce que je viens de dire. La peur du maître, la peur de perdre ce que nous appelons les acquis coloniaux, c'est-à-dire les petits trucs que le système nous a laissé prendre et que le système nous a donné qui font que, bon, on n'envisage pas du tout s'en débarrasser parce que on craint ce qu'on appelle l'aventure, puisque l'aventure ici, c'est l'appel à la libération, à la lutte de libération. Et donc cette aventure-là, ça fait peur aux gens. Et puis qui préfèrent s'accrocher à leurs petits privilèges, à leurs petits acquis coloniaux, qui font que ça leur donne une certaine existence, un certain rôle dans la société coloniale. Ces gens se voient très importants. Et donc à partir de ce moment-là, ils n'envisagent pas du tout aller au-delà de ces acquis, qui ne sont en réalité que des illusions, quoi. Si un peuple est dans une situation de colonisation, de domination, et qui veut s'affranchir, il doit faire ce que nous avons aussi développé il y a une dizaine d'années. Il doit faire ce qu'on appelle une évaluation. Il doit évaluer quels sont les gains possibles, ce qu'on appelle coût du renoncement. Nous avons écrit là-dessus il y a une dizaine d'années, le coût du renoncement. C'est-à-dire que nous devons acquérir la culture du coût du renoncement, qui consiste à voir ce que nous gagnons si nous renonçons à nos acquis coloniaux. Voyez, l'esclave qui n'arrive pas à envisager la liberté, qui n'arrive pas à voir ce que la liberté va lui apporter, ne peut pas renoncer aux petits instruments par lesquels le maître le tient. Nous devons développer la culture ou la philosophie du coût du renoncement en nous projetant, en nous disant, si nous libérons l'Afrique, si nous nous engageons dans cette bataille de libération, puis que nous libérons l'Afrique, qu'est-ce que cela va nous rapporter? C'est ça qui amène les peuples à renoncer plus facilement aux pièges que leur ont tendu leurs dominateurs. Voyez? Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant à mener et qu'on pourra mener à partir du moment où on s'organise un tout petit peu. C'est-à-dire que si nous renonçons aux acquis coloniaux, qu'est-ce que cela nous rapporte? Voyez? Cet exercice-là va nous amener à accorder moins d'importance aux acquis illusoires coloniaux
dont nous sommes si fiers, nos titres de doctorat, de maîtrise, de licencié, de bachelier, de collégien, nos titres, les petits papiers, la paperasserie dans laquelle le système colonial nous a enfermés, les petits titres de fonctionnaires que nous avons acquis, les titres des fonctionnaires internationaux, les petits costumes cravates que nous avons achetés, qui font que quand nous les mettons, nous nous disons super, ouais super, je suis un grand homme, je suis quelqu'un, je compte dans cette société coloniale. Et si nous faisons l'exercice de l'évaluation et du coût du renoncement, nous allons voir que tout ça là, tous ces petits pièges, tous ces acquis coloniaux ne sont rien par rapport à la grandeur que nous allons acquérir en nous engageant dans la libération de l'Afrique. Et cet exercice-là ne peut être mené par un peuple que par le biais de ces élites intellectuelles qui se sont projetées et qui ont relu l'histoire de manière alternative. C'est vraiment important cet exercice-là. Et ça fait une dizaine d'années qu'on avait, que le Moltra avait formulé ça. Après, bon, voilà, comme les choses... Ouais, on a dû abandonner aussi ce sujet-là, la question du coût du renoncement. Donc, on divinise des choses qui n'ont aucune importance, alors qu'on peut avoir plus si on faisait le travail de la libération et de la reconstruction du continent. C'est-à-dire que nous sommes pour le moment des serviteurs qui s'estiment être gâtés, des serviteurs gâtés parce que le maître leur laisse les restes, alors que nous pouvons devenir nous-mêmes des maîtres. Donc, pour devenir des maîtres, il faut renoncer aux acquis, aux petits acquis illusoires que le maître nous donne. C'est ça la réflexion. Il faut rejeter les petits acquis coloniaux pour pouvoir envisager l'Afrique dans une autre dimension. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais je pense que c'est, si vous savez combien c'est épuisant, c'est fatigant, physiquement c'est lourd de porter ça, de vivre avec cette cause-là et de voir que l'Afrique s'enfonce, tout le monde nous humilie, tout le monde nous rit au nez, tout le monde nous voit comme des êtres spéciaux sur cette terre. Les gens ont racialisé le problème africain, alors que le problème africain n'est pas du tout un problème racial, c'est un problème historique et économique. Tout le monde nous piétine, tout le monde nous ridicule, tout le monde nous rit au nez. Et c'est pour ça que nous ne dormons pas. C'est un exercice très difficile. On cherche toutes les voies et moyens pour remettre ce peuple debout. C'est vraiment difficile de voir que beaucoup, enfin que autant que nous sommes, nous ne sommes pas dans cette gravité. Nous manquons de gravité, nous manquons de sérieux et le travail ne se fait pas. Nous autres, nous ne vivons pas en dehors de l'Afrique. L'Afrique nous habite de manière constante depuis nos plus jeunes années. Et c'est avec peine que nous constatons que quand nous nous retournons, nous voyons que il n'y a pas beaucoup de monde derrière, ou à nos côtés en tout cas. C'est ça qui fait mal. Alors que les outils d'aliénation, de domination, s'approfondissent, se perfectionnent, les moyens pour conquérir les peuples ont beaucoup évolué. On ne conquiert plus fondamentalement un peuple par la guerre, sauf si elle est nécessaire, mais par le biais des médias, par le biais du livre, par le biais de la marchandise, le téléphone portable, les réseaux sociaux. Si tout ça n'est pas utilisé à bon escient, c'est fini. Le peuple est conquis, neutralisé. Il va s'attacher, il va attacher de l'importance à ce petit matériel que lui donne le système pour diviniser le système. Et donc, voilà, ça c'est les réalités, ce qu'on appelle le soft power. Le soft power étant entendu comme la façon très sucrée, douce de posséder les peuples par différents mécanismes. Le film, le cinéma, l'industrie du divertissement, l'industrie du livre, l'industrie de la connaissance, de la production de l'information. C'est de très grands sujets. Mais ces sujets-là ne sont même pas capables de les aborder pour le moment parce que nous sommes à un niveau tel que, mais le débat n'est même pas très élevé. Il y a quelques personnes qui font l'effort d'élever le niveau du débat, mais tellement on doit partir du bas qu'on n'arrive même pas à aborder les sujets
fondamentaux, centraux, qui sont d'une importance stratégique majeure. L'absence de l'Afrique sur les mers, alors que l'Afrique est un continent fondamentalement maritime, le cœur du monde. L'absence de l'Afrique de l'espace. Les peuples qui ont conquis l'espace, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Union européenne, bon, maintenant le Brésil, la Turquie aussi, c'est une entreprise de maîtrise de la Terre et de la production de l'information. Les satellites qui envoient toutes les informations. Voilà, tout ça, on est absent. L'Afrique est absent totalement de ces sujets-là. Et ces sujets-là ne sont pas encore en mesure de les aborder, puisque si on n'arrive même pas à comprendre les problèmes terrestres, ce n'est pas les problèmes maritimes et spatiaux qu'on va chercher à comprendre. Voyez? Donc voilà les difficultés que nous avons. Kemet Kepri dit, on est plusieurs dans ce combat. Du Togo, Cameroun, la souveraineté incontournable. Tu n'es pas seul. Je dirais même que les rangs grandissent. On est dispersé, facilement divisible. Et c'est un peu ça notre problème. Bon, oui et non. On est nombreux, oui. On est nombreux, oui. Mais, encore une fois, le véritable travail, c'est d'éviter d'être dispersés, de vouloir trop embrasser. Nous sommes sur une seule ligne, c'est la ligne de la libération de notre continent et de sa reconstruction. Et ça se décline en plusieurs projets, en plusieurs programmes, en plusieurs instruments. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la construction du premier outil, à savoir l'outil de la structuration du mouvement. Maintenant, s'il y a des gens un peu partout, ramenez-les nous, faisons en sorte qu'on les découvre et puis que ces gens-là, qu'on puisse discuter, parce que c'est très bien d'échanger par le biais de Facebook et de WhatsApp, mais une autre chose est de faire véritablement un travail physique de rencontre pour que nous puissions voir quels sont les points sur lesquels nous pourrons travailler ensemble pour évoluer, quoi. Voilà. Donc s'il y a du monde, c'est très bien, mais maintenant il faut que ces gens-là se rencontrent et travaillent. Voilà. Et ne pas être dans la dispersion, en voulant embrasser toutes les idées qui existent. Parce que la confusion des idées produit nécessairement la confusion des moyens, ce qui entraîne l'inefficacité, c'est-à-dire la paralysie. Parce que si vous embrassez tous les courants, ben vous êtes neutralisé. C'est ce qui s'est passé avec Nkrumah et autres qui ont fusionné le groupe de Casablanca au groupe de Monrovia. Ça a donné l'organisation de l'unité africaine qui est devenue ensuite l'Union africaine, qui n'a rien produit en Afrique en tant que telle. Et puis, l'Afrique est tout morcelée. Et puis, pour éviter d'aller aux vraies idées panafricanistes, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va développer ce qu'on appelle les grands ensembles régionaux. Ce qui est quand même énorme, quoi. Donc, la CEDEAO, la SADC, la CEMAC et quelques autres, ces organisations qui empêchent véritablement le projet panafricaniste de se réaliser et de se mettre en place véritablement. Donc, en voulant trop embrasser, en voulant embrasser tous les courants, on finit totalement lessivé parce qu'on s'est engagé dans une entreprise de confusion des moyens et des idées. Et à partir du moment où on confond, il y a une confusion de toutes les idées et des moyens, eh bien c'est la paralysie. C'est pour ça que les appels à l'unité pour l'unité ne valent absolument rien, ne signifient rien sauf à promouvoir l'idée de la paralysie. Il faut d'abord imposer une idée. Donc l'idée de la libération, et c'est autour de l'idée maintenant qu'on cherche les alliés et les rassemblements. C'est pas rassembler les gens sur leurs noms et leurs individualités d'abord. Non, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire que faut que autour d'une idée s'assemblent ceux qui s'y retrouvent ou qui s'en réfèrent ou qui s'en réclament. Voilà. Donc s'il y a du monde dispersé, eh bien ça veut dire que il y a encore des choses à faire pour arriver véritablement à une vision unitaire, à la fois sur les idées et sur la méthode pour y arriver. Et je ne pense pas que si les grands mouvements qui ont influencé l'histoire ont été menés dans la dispersion, dans le désordre, dans le flou artistique, avec n'importe quel moyen, à n'importe quelle période, où chacun peut courir dans tous les sens, chacun s'autoproclamant chef ici ou là, sans une ligne directrice, avec un leadership reconnu, valorisé, protégé, couvert. Je ne pense pas que ces grands mouvements auraient existé dans l'histoire. Et c'est là notre difficulté. Notre grande difficulté, c'est notre incapacité à
nous inscrire dans la discipline et dans l'acceptation d'un leadership qui s'impose à nous. Donc, si notre ligne est, comme vous le dites, le frère Képri, si notre ligne est suffisamment partagée et qu'en revanche, on est encore dispersé là-dessus, ça veut dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que cette idée-là n'est pas encore totalement partagée. Puisque la démarche qui devrait suivre, après l'acceptation ou le partage de cette idée-là, doit être une démarche de prise de contact direct pour que nous puissions mettre les choses en place. Mais tel n'est pas le cas. Bon, voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là. Et tout en vous remerciant encore une fois de votre présence. Et puis, je souhaite une bonne journée pour ceux qui sont dans la journée, une belle soirée pour ceux qui ont entamé la soirée, que nos ancêtres veillent sur vous et puis que la semaine qui s'annonce soit une semaine d'action chez vous et puis que les choses se mettent véritablement en place. Bonne soirée, à très bientôt.